Salut YouTube. Avant de commencer, je rappelle, comme dans toutes les vidéos, dans la description, vous avez un lien gratuit pour obtenir le kit de survie de liberté dans le Web3. C'est extrêmement important. Cliquez dessus tout de suite, mettez la vidéo en pause, récupérez-le, comme ça vous allez l'avoir dans votre boîte mail. Et maintenant, vous pouvez revenir voir la vidéo tranquillement. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va regarder ensemble et analyser cette vidéo qui m'a été proposée par l'algorithme de YouTube de la chaîne qui s'appelle La Liberté m'appelle. Donc le titre est assez clair, c'est Algérien au pluriel, 5 raisons de ne surtout pas immigrer en France. Donc cette vidéo elle concerne principalement effectivement les Algériens, mais je dirais les francophones dans leur ensemble parce que je vais faire un petit peu le tour des différentes nationalités qui sont liées à la francophonie. Et on va analyser le discours qui est proposé. Soyez vraiment, s'il vous plaît, rationnel, c'est-à-dire que si les propos de cette personne vous déplaisent, mettez votre orgueil de côté 30 secondes et essayez de véritablement voir si cette personne a des arguments qui sont logiquement pertinents, s'ils sont rationnels, s'ils sont basés sur des faits, et d'essayer de voir si vous pouvez les contredire. Parce que si c'est simplement parce que vous ressentez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est-à-dire c'est une sensation, ce n'est pas quelque chose de valable. On n'est pas des enfants, on est des adultes. Et donc, du coup, parce que si vous êtes des enfants, vous n'avez rien à faire sur cette chaîne. Hein. Ici, on s'adresse aux adultes. D'ailleurs, j'ai coché la case sur YouTube. Hein, donc, s'il y a des enfants ici, vous avez absolument rien à faire. Hein. Je veux dire, il faut être clair par rapport à ça. Il n'y a pas de contenu explicite ou quoi que ce soit. Mais je dirais que la seule chose qui pourrait être tolérée, c'est si vous avez la capacité de comprendre tout le discours et de commenter de manière argumentée, etc. Moi, je veux bien accepter la maturité précoce. Mais bon, bref, de toute façon, même dans ce cas-là, malheureusement pour vous, ben, vous êtes mineur et vous n'auriez pas la possibilité d'agir. D'accord. Voilà. Donc, je considère que je m'adresse à des adultes et que je m'adresse à des adultes rationnels. D'accord. Ou en tout cas qui sont capables d'adopter une attitude rationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ok, on va mettre pause et on va essayer d'activer le système 2. D'accord. Parce que là, encore une fois, moi je ne suis pas algérien, donc je ne suis pas concerné, mais par contre je suis francophone, comme vous. Je suis citoyen français. Peut-être pas comme vous, ça je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais en tout cas, étant donné que je suis francophone, moi je vous ai dit, hein, mon idée, et mon idée est basée sur la réalité en fait, c'est que l'appartenance à une communauté linguistique est beaucoup plus forte et beaucoup plus pertinente aujourd'hui, en 2025 et les années à venir, hein, donc 21e siècle, où les frontières, de toute façon, c'est pas le sujet de savoir il faut mettre les frontières, pas mettre les frontières, de facto, elles n'existent plus à partir du moment où on est connecté à Internet. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que je trouve positif ou négatif, il n'y a pas de jugement à avoir, c'est un fait, c'est un fait. Parce que même si vous êtes dans un pays qui va mettre par exemple un internet fermé, ben vous téléchargez Tor et boum, ça y est, vous pouvez accéder à l'internet. Alors évidemment ça peut créer plus ou moins des complications, etc. Mais par exemple on a l'exemple de la Chine qui est le pays le plus fermé et on voit quand même, enfin le plus fermé par rapport à son internet, hein. Le pays le plus fermé c'est la Corée du Nord, hein, pour être très clair. Et même de la Corée du Nord, il y a des gens qui arrivent plus ou moins à s'échapper et à faire diffuser du contenu, etc. Bref, bon, on s'écarte du sujet. Là, on va mettre les pieds dans le plat. On va toujours dans cette optique de chercher une résolution de la situation de la France, parce que vous allez voir que dans cette vidéo, cette personne-là, qui visiblement, je pense, vient d'Algérie, hein, sinon ce serait vraiment le plus gros hypocrite de la planète, hein, étant donné le discours qu'il va partager avec nous. Donc je pense qu'il vit en Algérie, et il aurait bien raison. D'ailleurs, s'il y a des Algériens, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse, parce que votre pays a l'air très très joli, et je serais intéressé de le visiter, mais par contre, je sais que avec un passeport français, etc., et compte tenu des brouilles-brouilles diplomatiques qu'il y a et que j'ai pas de famille directe là-bas, euh, ça m'intéresse d'avoir des contacts d'abord, parce que c'est le genre de pays, je pense qu'il vaut mieux aller quand on a des contacts et pas aller la fleur au fusil. Voilà. Et aussi, notamment parce que j'ai des questionnements par rapport aux infrastructures Internet et par rapport aux cryptos, parce qu'il me semble que le Maghreb en général est anti-crypto. Donc voilà. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires et ainsi de suite. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute personne francophone, enfin en tout cas qui comprend les propos de cette vidéo, dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc maintenant, c'est parti, on va lancer. Donc je rappelle le titre de la vidéo, c'est il s'adresse aux Algériens en leur disant n'allez pas immigrer en France. C'est-à-dire ne venez pas augmenter l'immigration en France. Voilà, donc là, il dit 5 raisons de ne pas vous expatrier en France en tant qu'Algérien. Et même, il dit en tant que Maghrébin en général.
Voilà. Et donc la première raison, c'est lui-même qui le dit, hein. Je veux dire, c'est clair, net et précis. Il le dit, ils sont mal vus. Et c'est la réalité en fait. Et là, je vais reprendre le même qu'il y a sur les internets. Tout le monde sait, ben oui, tout le monde sait, c'est une réalité. C'est une réalité. Je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, et je pense clairement pas qu'ils disent que ce soit quelque chose de bien, parce qu'à mon avis, il n'a pas l'air du tout d'être maso. D'accord. Donc, il faut être réaliste. Oui, les Maghrébins sont mal vus en France. C'est une réalité. Le nier, ce serait comme nier que le ciel il est bleu. Et il a trop. Je suis 100% d'accord avec lui. Il pourrait arrêter la vidéo ici, tellement c'est important. Mais oui, il a trop raison. Il a trop raison. Et il a trop raison encore une fois quand il dit beaucoup de gens ça leur suffit pas. Et oui, il y en a qui continuent. Et c'est pour ça qu'il a raison de faire ce genre de vidéo, que ces gens ils ont raison qu'Internet maintenant les gens ils peuvent avoir l'information parce que c'est une catastrophe. Parce que c'est une catastrophe pour, en premier lieu pour les gens qui vont émigrer, qui vont s'expatrier, mais c'est aussi une catastrophe pour le pays, pour le pays qui les reçoit. Donc c'est problématique des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est vraiment, je m'inscris dans cette philosophie, je fais cette démarche, ce travail pour réconcilier les deux côtés de la Méditerranée, mais de façon pas juste avec des mots, en disant clairement, les gars, faut que chacun travaille de son côté pour améliorer les choses, et pas continuer à faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, et ainsi de suite. Parce que ça va très mal se passer pour tout le monde, en fait. Voilà, donc là il touche il touche à une caractéristique vraiment significative des Algériens, c'est l'orgueil. C'est vrai, les gars. Normalement, les Algériens, ils sont censés être orgueilleux. Si on veut pas de vous, pourquoi vous venez? Et mais ça, je veux dire, c'est valable pour tout le monde en fait. Ça s'appelle l'amour propre. N'allez pas dans des endroits où les gens ne veulent pas de vous. Ça me paraît le bon sens. Voilà, et donc il donne une métaphore, je trouve très intéressante. Il dit voilà, imaginez que vous voulez essayer de draguer une meuf, et à chaque fois, non seulement elle vous remballe, mais en plus elle vous dit qu'elle ne vous aime pas. Elle vous dit que elle dit que des choses négatives par rapport à vous. Bon, ben, il faut arrêter à un moment donné. Voilà, et donc là, il pose la question, oui, la question à 100 000 euros, pourquoi est-ce que les Maghrébins ne sont pas vus en France? Et il dit, est-ce que c'est un rapport avec les félagas de la guerre d'Algérie? Je pense pas, parce que je pense même qu'il y a plein de Français qui ne savent même pas comment s'est passée réellement la guerre d'Algérie. Voilà, donc, encore une fois, c'est lui qui le dit. Beaucoup d'Algériens ont un comportement imbuvable. Et il est resté poli. Et donc là, et je vais mettre les pieds dans le plat, parce que je sais pas si j'en parlerai dans cette vidéo, mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Il y a Éric Zemmour qui a répondu à Pauline de Malherbe sur BFM TV par rapport au vol au Louvre. On a retrouvé euh, l'un des deux l'un des deux voleurs qui allait en Algérie. Et donc Zemmour évidemment qui dit ben voilà, du style ça m'étonne pas. Et donc il y a des gens qui pourraient se dire Zemmour c'est quelqu'un qui est exécrable, etc. Et je suis le premier à le dire. Non, sauf que si Zemmour dit le ciel il est bleu, je vais pas dire le ciel il est pas bleu juste parce que c'est Zemmour qui l'a dit. C'est là que je dis qu'il faut être rationnel et qu'il faut pas avoir un comportement de gamin. Il faut faire la distinction entre la véracité de propos et la personne qui les tient. Pour le dire autrement, il faut faire la différence entre le message et le messager. La qualité du message ne dépend pas pardon, de la qualité ou des défauts, des qualités et des défauts du messager. En fait, c'est le message qui compte, pas le messager. Le messager, on n'en a rien à se tirer. Et la stratégie, et c'est souvent les gens de gauche, qui consiste à dire oui, mais il ne faut pas dire ceci parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, ou il faut pas. Non, c'est complètement con. C'est complètement con. C'est une attitude, mais c'est non seulement c'est con, mais en plus c'est contre-productif. Parce que c'est précisément parce que pendant des années, pendant des décennies, les gens ils ont distordu la réalité pour la modifier, pour ne pas, entre guillemets, faire le jeu de l'extrême droite, que maintenant ils deviennent totalement sans aucune crédibilité. Parce que si on suit la logique de la gauche, hein, de touche pas à mon poste compagnie, ce serait que les immigrés, les descendants d'immigrés devraient être naturellement de gauche, etc. Or là, on voit une personne qui est algérienne et qui probablement plus vit en Algérie et qui nous dit exactement les mêmes propos que Éric Zemmour, qui est censé symboliser quasiment, si on lui met une moustache, c'est le petit moustachu, quasiment. D'accord. Donc là, il y a une dissonance cognitive.
il y a une dissonance cognitive. Et donc on voit que le raisonnement qui consiste à dire faut pas dire ceci parce que, c'est complètement con. Ça n'a aucune efficacité. Et de toute façon, ça ne sera jamais efficace de chercher à mentir, de chercher à masquer, de chercher à modifier le réel. Encore une fois, l'extrême inverse est aussi problématique, mais de toute façon, il va temporiser. L'extrême inverse, c'est justement le petit Eric Olive qui dit ouais, ils sont tous comme ça, etc. On a l'extrait, hein, le même, vous avez forcément déjà vu, où il dit à Christine Kelly tous, où elle lui dit mais quand même pas tous, et lui il fait oui, si, tous, tous. C'est complètement débile. C'est complètement débile de faire en mode extrême gauche de mais non, ça n'existe pas, etc. C'est-à-dire de dénier le réel, mais c'est complètement débile d'être dans la posture de Eric Olive, de dire oui, ils sont tous comme ça, c'est dans leur gène et compagnie. C'est totalement débile dans les deux cas. Alors évidemment, je pousse légèrement la caricature parce que je pense pas qu'ils disent c'est dans leur gène, mais je pense qu'ils le pensent peut-être, le petit Eric Olive. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur, pour ceux qui connaissent le même. Il ne faut pas avoir peur de dire des propos, même si ces propos-là sont partagés par des personnes que l'on n'apprécie pas, parce que ça n'est pas parce que on va reconnaître ces propos qui sont en fait des faits, hein, tout simplement, ce n'est pas des opinions, ce sont des faits. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît ça que ça veut dire qu'on va aller dans le sens de l'autre. Au contraire, je pense qu'on est beaucoup plus fort et on peut mieux comment dire, le contrer, lui opposer des arguments logiques à partir du moment où on reconnaît les faits qui sont réels. Alors qu'à contrario, si on fait style oui mais non, ça fait le jeu de ceci, alors il faut essayer de distordre ou alors d'aller prendre le contre-exemple, etc., c'est-à-dire de faire de la mauvaise foi ou de la manipulation ou du mensonge, etc., là, on perd toute crédibilité et on perd toute capacité à s'opposer. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc, il est clair, ils ont un très mauvais comportement. Et sur quoi ils se basent? Sur les statistiques des prisons, des agressions, tout ce qui est trafic. Je rappelle, hein, la mafia qui règne à Marseille, c'est la DZ Mafia. DZ, c'est les lettres pour l'Algérie. Donc c'est eux-mêmes qui s'autoproclament. Hein. Donc je veux dire, c'est pour ça que c'est factuel. Et que de faire style non, ça n'existe pas, c'est totalement être crétin. C'est faire l'autruche, c'est être dénier la réalité. Renier la réalité. Voilà, il parle des activités illégales, les clandestins, les dernières affaires qu'il y a eu. Donc je pense que très probablement il fait référence au vol au Louvre. Il dit on traîne une sale réputation et c'est là que justement il vient temporiser, pardon. Je sais que c'est pas la majorité et on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Que c'est pas parce que dans tout ce qu'on a dit, hein, dans les prisons, dans les délinquants, etc., qu'il y a une augmentation, qu'il y a une proportion des Maghrébins et des Algériens en particulier, parce que même au sein des Maghrébins, je vous renvoie vers la vidéo où j'étais allé chercher les statistiques, suite à la vidéo de Théo Malini, je crois que c'était vers le mois de mai que j'avais fait ça, au mois de mai ou juin. C'est pas parce qu'il y a une proportion significative d'Algériens dans les prisons, etc. Je ferai un cours sur les statistiques parce que les gens ne savent pas lire les statistiques. Donc c'est pas parce que parmi les criminels, il y a une proportion très importante d'Algériens, par exemple, ce qui est le cas, que ça veut dire que c'est une proportion significative de la population algérienne. Non, c'est pas la même chose. C'est la population carcérale est significativement algérienne, d'accord? C'est-à-dire la proportion des gens criminels, etc., qui sont dans la population carcérale, sont en majorité des Algériens, mais dans la population des Algériens, c'est une minorité qui commet ces délits-là. D'accord? Voilà, ce sont deux affirmations qui ne sont absolument pas contradictoires. Et si c'est pas clair là-dessus, vous me le dites, si ça vous intéresse que je ferai un cours sur les statistiques, parce que les gens ne savent pas lire des statistiques, ne comprennent pas ce que veulent dire des statistiques, et du coup, après c'est la bataille des chiffres et plus personne ne comprend rien. Donc faut se calmer. Donc là, je suis 100% aligné avec ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, c'est factuel, c'est rationnel surtout. C'est rationnel et factuel. D'accord? Et c'est exactement ça. Et il a raison. Et c'est valable pour toutes les communautés. Hein. Là, on le dit pour les Algériens, mais après, je ferai des vidéos sur d'autres communautés. C'est pareil. Et donc, ça, on est toujours sur sa première raison, c'est que bah, du coup, bah oui, et oui, forcément, les gens, ils font cette association-là. Et encore une fois, c'est totalement illusoire d'imaginer que par l'opération du Saint-Esprit, ce serait comme de demander à un humain, n'importe lequel, quelle que soit sa nationalité, son origine, tout ce que vous voulez,
d'opérer avec le système 2 en permanence au lieu du système 1. Alors je rappelle vite fait pour ceux qui ne savent pas la distinction système 1 système 2, c'est le psychologue Daniel Kahneman dans son livre Think Fast, Think Slow, et en français donc système 1 système 2, qui avait, par des travaux de recherche, hein, c'est pas juste il a eu une idée, tiens, il est farfelu, on va faire ça. Non, non, il a fait la recherche, il a fait des expériences, etc. Donc c'est une théorie scientifique, d'accord, qui dit que en fait, dans l'extrême majorité du temps, quand on fait des actions de tous les jours, on est en mode réflexe. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui courent dans un sens, ben, vous allez les suivre parce que s'ils sont affolés, etc., vous vous dites il y a du danger. D'accord. Donc c'est un réflexe. Vous n'avez pas fait un raisonnement analytique, argumenté, etc. Non, vous allez réagir en mode réflexe. D'accord. Vous voyez quelqu'un qui a un regard l'air menaçant, qui a l'impression qu'il va prendre une arme dans sa poche, bon, vous préparez à vous défendre ou à fuir, etc. Ça, c'est le système 1, c'est le réflexe. Et c'est ce qu'on utilise la plupart du temps. Lorsque vous allez faire une dissertation, vous allez résoudre un problème de maths, etc., vous allez vous poser, vous allez analyser, etc. Ça, c'est le système 2. Donc, on ne peut pas euh, réagir au faciès d'un individu avec le système 2. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Vous pouvez être le plus anti-discriminatoire, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas réagir avec le système 2 juste quand vous voyez le visage de quelqu'un. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, vous êtes toujours en système 1. Donc, c'est-à-dire que vous allez réagir de l'ordre du réflexe. Et donc, quand on a toutes ces statistiques ou les expériences personnelles de gens qui se sont fait racketter, agresser, tout ce que vous voulez, toujours par le même type de population, forcément, il va y avoir comment dire, une connotation négative vis-à-vis de cette population, un biais qui va être basé quand même sur quelque chose. Hein. C'est un biais, certes, mais c'est un biais qui est basé sur quelque chose. Donc, c'est impossible de changer ça. Vous ne pouvez pas demander à des gens de réagir inconsciemment de façon consciente. C'est pas possible, en fait, tout simplement. C'est humainement impossible. Donc, du coup, ça explique pourquoi les Maghrébins sont mal vus. Après, c'est comme ils disent, c'est dans les médias, mais pour les gens qui diraient, parce que ça c'est l'argument de la gauche, dire ouais, mais c'est parce que les médias ils mettent en avant les faits divers, etc. Comme je vous l'ai dit, si la proportion des Maghrébins dans la population des gens qui font des crimes ou des délits, etc., est significativement plus élevée, bah, si on restitue la réalité, ils vont apparaître systématiquement et significativement plus souvent que les autres populations. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir le système 1 qui va associer cette population-là à la criminalité, à la délinquance et ainsi de suite. Et donc les gens de gauche diraient oui, mais si on montrait d'autres choses, etc. Oui, mais si on montrait d'autres choses, du coup, on ne montrerait pas la réalité. Parce qu'effectivement, si on montrait significativement que les situations positives qu'ils font, etc., ça pourrait faire croire que, mais sauf que comme ça ne correspond pas à la réalité, en fait, ça ferait une illusion qu'un certain laps de temps limité, mais après on reviendrait, le cerveau il reviendrait, il referait les associations entre guillemets normales. Voilà, donc là il explique les difficultés pour les Algériens à avoir un visa, à avoir un travail. Voilà, donc il dit tout ça c'est des signes que la France ne veut pas d'eux. Donc lui dit c'est la première raison et la raison la plus fondamentale. Ne vous expatriez pas en France parce que la France ne veut pas de vous. Au passage, il y a des pays qui sont beaucoup plus radicaux que la France. Hein. Pardon, c'est des pays beaucoup plus radicaux que la France. Par exemple, là je suis au Paraguay, tous les gens qui ont un passeport africain, je crois, il n'y a aucun d'entre vous qui peut venir demander la résidence. Voilà. Et il y a d'autres pays qui sont comme ça. Donc, pour les gens qui diraient ouais, la France c'est des gros racelards, etc., non, en fait, il y a plein de pays du monde qui décident qui tolèrent et qui tolèrent pas. Raison numéro 2. Voilà, et là, là je bois du petit lait, comme on dit, c'est qu'il rejoint totalement le discours que je tiens, le discours que la plupart des expatriés tiennent, c'est que la France est en déclin à tous les niveaux. Et ça, il n'y a que les aveugles qui ne le voient pas. Et donc là, il confirme ce que je dis et ce que les gens rationnels disent, à savoir pourquoi est-ce que vous voulez absolument vous expatrier en France. Qu'est-ce que vous allez chercher en France alors que c'est un pays qui est déjà en déclin. Donc déclin économique, chômage, inflation, cherté de la vie,
surendettement parce que, soyons très clairs, Paris est une ville ultra surcotée. Ça coûte excessivement cher de prendre un logement à Paris, alors que vous allez dans d'autres régions du monde, vous avez mais beaucoup mieux. Moi, je me rappelle, pour vous donner une indication, la dernière fois que j'étais à Paris, je crois que c'était en 2018. À l'époque, et encore, j'avais chopé un très très bon appart. Mais je crois que je payais 700 euros par mois pour un 20 mètres carrés, mais j'avais quand même un appart qui était neuf, hein, je l'avais pris neuf, parce que j'étais rentré en 2015 quand l'immeuble était sorti. C'était le quartier Rosa Parks, pour ceux qui connaissent. Alors depuis, il y a eu, parce que la ville de Paris, quand même, faut pas déconner, ils font plein de travaux, ils font toujours des nouvelles stations de métro, des lignes, des travaux et des machins. Mais à l'époque, c'était la nouvelle ligne du RER E, d'accord, la station Rosa Parks, dans le 19e arrondissement de Paris, juste à la frontière du périphérique, juste avant Aubervilliers. Donc il y a tout un quartier tout neuf. Alors maintenant, bon, maintenant il a 10 ans, donc il est moins neuf, mais bon, 10 ans quand même pour un quartier, ça reste relativement neuf. Et j'étais dans un bâtiment où j'avais une petite terrasse et j'avais même un petit jardinet. C'était quand même vachement bien ça. Et quand j'étais rentré, je l'avais eu pour pas cher, je crois que j'étais rentré, c'était 650 euros ou un truc comme ça, ou 690, peu importe, c'était moins de 700 euros, mais en tout cas quand je suis parti en 2018, je payais à l'époque 700 euros. Et donc pour vous donner une indication, quand j'étais à Bangkok, que j'avais pris l'appartement avec le contrat de location à l'année, je payais 8000 bahts, donc ça fait à peu près allez, 200, 220, 230 euros. Alors certes, j'avais pas la petite terrasse et le petit jardin, mais sauf que j'ai la piscine dans les parties communes, la salle de sport euh, et le rooftop sur lequel il y avait donc l'équivalent d'un petit jardin, d'autant plus que il y avait deux bâtiments, bâtiment A et B, et je pouvais connecter les bâtiments A et B via le rooftop, avec en plus comment dire, le fait qu'il y ait une conciergerie, qu'il y ait un magasin. Alors c'était pas le 7-Eleven, ça s'appelle Lawson, c'est japonais, mais c'est l'équivalent de 7-Eleven qui était ouvert 24 heures sur 24. La salle pour le coworking. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait encore? Si je voulais réserver, alors là c'était payant, mais si je voulais réserver, je pouvais avoir une salle pour moi avec une table de réunion, un tableau, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme j'ai dit, la salle de sport, la piscine. Piscine en plus, piscine de 30 mètres, hein, donc je pouvais tous les matins faire mon 100 mètres 4 nage. Non, non, c'était franchement très très bien. Et tout ça, je vous ai dit, pour aller 220, 230 euros par mois. Donc c'est-à-dire 3 fois moins cher que ce que je payais à Paris. Alors là, j'avoue, c'était un super super plan. Mais même sur des trucs via Booking, par exemple, quand j'étais à la Pattaya où j'étais resté juste un mois, donc c'est-à-dire j'avais payé par Booking, donc je m'étais entre guillemets fait un peu casser les reins par Booking. Bah, ça m'a coûté quoi? 595 euros pour. J'avais eu. Je ne vais pas vous dire de conneries, je vais aller sur mon téléphone pour regarder exactement précisément la location que j'avais fait pour vous dire les tarifs. Là, par exemple, actuellement au Paraguay, je paye 450, je crois, moins de 500 euros en tout cas. Je vous ai montré, hein, je vous renvoie vers la vidéo, je vous ai montré la vue que j'ai du rooftop, etc. Donc c'est totalement rien à voir. Et vous pouvez faire ça, en fait, dès que vous sortez de la France, vous allez avoir des tarifs qui sont plus intéressants. Sauf si vous allez évidemment au Royaume-Uni, là c'est encore pire, hein, à Londres. Mais alors, attendez, tac tac tac. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était 20 000 bahts, 20 800, 20 839 bahts exactement. Donc c'était, bon là après ça dépend du cours du baht, mais, parce que là il me met à 550, mais je crois qu'à l'époque où j'y étais c'était plus cher parce que c'était en saison plus haute. Vraiment, on va garder le prix de 590. Et si je regarde les caractéristiques de l'appart, j'avais la piscine aussi, la salle de sport, et c'était quoi la surface de l'appart? Je crois que c'était un 50 mètres carrés. Enfin bref, je retrouve plus les caractéristiques de l'appart. Description. Hosting a year-round outdoor pool, donc piscine, pardon. Sauna, ouais. Salle de fitness, donc la salle de sport, ouais. Donc situé à la plage de Jomtien, ouais. Blablabla, le wifi évidemment gratuit. L'appartement avec une télé. Ah oui, je me rappelle, j'avais un super canapé. Chambre plus canapé, grand salon. La propriété, donc c'est une chambre dans
Un étage élevé, ouais, je crois que j'étais au 34e étage ou un truc comme ça, au 36e étage. Ou 32e étage, enfin bref, il y avait une super vue. Voilà, 31e étage exactement. Ouais. Donc une super vue sur Pattaya, blablabla. Le lave-linge intégré, un frigo, tout ça, enfin bref, tous les trucs. Ouais. Bon, il n'y avait pas la surface de l'appart. C'est bizarre. Mais je crois que c'était un 50 mètres carrés. Enfin, en tout cas, c'était très très grand. C'était largement, largement spacieux. 9,8 sur Booking. Bref, si je retourne à Pattaya pour une courte durée, c'est là-bas que j'irai. En tout cas, voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que Paris c'est surcoté et que en fait vous pouvez trouver. Et si vous voulez rester en Europe, je peux vous donner des adresses, hein. Si vous allez en Europe, si vous voulez rester en Europe, alors en Europe occidentale, ouais, le Portugal sera moins cher que la France, mais ça a augmenté et ça continue d'augmenter le Portugal. En Europe occidentale, ça va être compliqué. En Europe occidentale, ça va être compliqué, hein. Ça restera moins cher que Paris, mais ça tape. Ça tape quand même. Il faut aller plutôt à partir de la Pologne, même si la Pologne ça a augmenté quand même. Mais enfin, ça a augmenté si vous êtes à Varsovie, si vous sortez de Varsovie, mais si vous sortez de Varsovie, il va falloir apprendre le polonais, hein, parce que les Polonais, ils parlent pas anglais. Voilà. Et le polonais, c'est quand même assez dur. Mais franchement, la Pologne, c'est l'un des meilleurs pays qui soit en termes de qualité d'infrastructure et rapport coût-qualité. Alors là, c'est stratosphérique. Vous avez tout qui est au top et pour un coût qui reste quand même dérisoire comparé à Paris, hein. Je veux dire, c'est même Varsovie. Le logement, effectivement, à Varsovie, ça pique un peu. Enfin, ça pique un peu quand vous passez par Booking. Si vous restez à l'année, c'est une autre histoire. Mais si vous passez par Booking, ouais, si vous passez par Booking, ça pique un peu parce qu'ils ont fait les mêmes lois qu'en France. C'est de taxer les gens qui font de la location courte durée. Donc là, c'est pas très intéressant. Si vous passez pardon, en longue durée, moi je me rappelle, j'ai un contact, elle me proposait 600 euros et c'était un appart. Ouais, c'était quoi? Il y avait une chambre, une cuisine, une salle de bain, je devais avoir quoi? 30, ouais, entre 30 et 40 mètres carrés. Sauf que l'appart, il est situé juste derrière le parc royal de Varsovie. Enfin, je veux dire, on peut pas être mieux calé que ça. Le parc royal, il est magnifique. Ah, il y a- et, euh, et c'est clean. Varsovie, c'est super clean, c'est super sûr, c'est très très bonne qualité de vie. La Pologne, pour moi, c'est le meilleur pays européen où vivre actuellement. Après, sinon, vous avez moins cher, vous avez la Roumanie. Bucarest, c'est moins cher. Bon, par contre, niveau propreté, Bucarest, c'est pas. Bucarest, c'est peut-être la ville, je pense, qui se rapproche le plus de Paris en termes de propreté. Mais par contre, c'est plus sécurisé, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est un chauffeur de taxi gitan qui me disait: Ouais, tu viens de la France, ouais. Je sais plus ce qu'on disait et tout. Et puis il me dit: Oui, mais par contre, la sécurité, c'est mieux ici. Ah oui, on est d'accord. Après, vous avez, sinon, alors la Bulgarie, je suis pas resté longtemps, j'ai fait une nuit à Sofia, mais j'ai pu voir les prix, c'est beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Après, surtout, c'est qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Si vous sortez de l'Union Européenne, vous avez la Géorgie, alors là, le rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. En plus, la Géorgie, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de visa. Avec un passeport français, vous pouvez rester un an. Donc la Géorgie, et puis surtout la bouffe, elle est excellente, hein, en Géorgie. Il y a moyen de se casser le ventre pour pas cher. La Géorgie, c'est le bon plan. Voilà, le seul pour moi, la crainte majeure de la Géorgie actuellement, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée et que ça peut chauffer. Et d'autant plus, quand il y avait le réchauffement entre Israël et l'Iran, la Géorgie, c'est pas très loin. Donc c'est par rapport à ça que je ne serais pas très tranquille en Géorgie. Si jamais ces histoires de guerre étaient réglées définitivement, ah mais moi je prends le premier billet pour aller en Géorgie, parce que c'est une zone qui est très très bien. C'est une zone qui est très très bien pour plein d'aspects, parce que déjà, bah, administrativement, il y a zéro, il y a rien à faire. Vous pouvez rester un an sans rien faire. C'est magnifique. C'est crypto-friendly, c'est taxation territoriale, c'est-à-dire que vous êtes pas, il n'y a pas d'impôt si les revenus viennent de l'étranger. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Voilà. Après bah, oui, évidemment, il y a l'Asie du Sud-Est, hein, je vous ai parlé de la Thaïlande, mais la Malaisie, c'est sous-côté d'ailleurs, puisque là, cette vidéo, elle s'adresse aux Algériens. Mais moi, si j'étais un maghrébin ou musulman de façon générale, mais go Malaisie, c'est le meilleur pays où aller, les gars. C'est le meilleur pays où aller. La Malaisie, c'est moins cher que la Thaïlande. Voilà. Kuala Lumpur est moins cher que Bangkok.
Ah, je peux vous dire, j'ai confirmé, c'est moins cher que Bangkok. Les infrastructures sont aussi développées, voire même plus développées qu'à Bangkok. Euh, En fait, la plupart du temps, les gens ils préfèrent Bangkok à Kuala Lumpur pour une seule raison, c'est que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui sont soit qui n'ont pas de famille, soit des gens qui veulent absolument faire la fête, boire jusqu'à plus soif et aller au PUTES. D'accord. Donc effectivement, si vous aimez boire de l'alcool, bah, la maladie c'est pas super terrible parce que c'est un pays musulman. Mais néanmoins, il y a quand même 30% de la population, enfin un tiers de la population qui est chinoise, donc pas spécialement musulmane et donc qui boivent de l'alcool. Un tiers de la population qui est indienne. Dans cette population indienne, il faut distinguer puisqu'il y a des gens qui sont hindous et hindouistes, je veux dire, et des gens qui sont musulmans, d'accord. Donc les gens qui sont hindouistes, bah, eux ils n'ont pas de problème avec l'alcool non plus. Donc ça veut dire qu'en gros, si on fait des calculs à la louche, la moitié de 33%, on va dire que ça fait 16%, 16% plus 33%, ça fait 49%. Donc ça fait quasiment la moitié de la population qui n'a pas de problème à boire de l'alcool. Donc il y a ces choses-là. Après, comme la minorité du pays, les Malais, l'islam c'est la religion d'État, donc forcément, euh, c'est pas bien vu, donc il va pas y avoir les bars où ça va être écrit, etc. Après moi, comme j'ai pas spécialement cherché à aller boire de l'alcool, etc., donc je me suis pas renseigné sur ces choses-là, mais je sais que c'est possible. C'est juste que ça coûtera plus cher. Voilà, ça c'est sûr que mais je dirais que ça c'est stupide. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'alcool. Mais bon, après ça c'est un autre débat. Bref, donc du coup je reviens à ce que je disais. Si vous êtes algérien, maghrébin, musulman en général, go la Malaisie, parce que vous allez avoir. Déjà, vous allez être dans un pays où votre religion, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il n'y a personne qui va vous critiquer ou quoi que ce soit, parce que c'est la religion de l'État, donc déjà de base. Et pour les gens qui sont athées, il n'y a pas de problème, c'est pareil aussi. Vous pouvez ne pas avoir de religion, ça pose aucun problème. Sur cet aspect-là, il y a zéro problème. Vous avez les infrastructures, j'ai dit, qui sont aussi développées, même plus développées que la Thaïlande. Alors, vous avez tous les condos avec la piscine et compagnie, c'est pareil, hein, vous avez, et en plus, ils parlent anglais. Donc, contrairement à la Thaïlande où il y a très peu de gens qui parlent anglais, c'est la misère. Là, vous n'avez pas de langue à apprendre, ils parlent l'anglais. Donc, franchement, la Malaisie, ultra sous-côté. Voilà. Et même les gens qui célibataires, etc., qui cherchent. Voilà, c'est comme en Thaïlande en fait, hein. C'est dans le sens où c'est pas légal, mais c'est possible. Voilà. J'en dirai pas plus sur YouTube. Euh, mais voilà. Mais sachez que. C'est-à-dire que la différence fondamentale qu'il y a avec la Thaïlande, c'est que pour avoir des relations avec des locales, des relations entre guillemets normales, là, c'est compliqué parce que si elles sont musulmanes, c'est mort. Si elles sont musulmanes, c'est mort. Après, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'expatriés, etc. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Donc la France a plein de problèmes. Voilà, donc là, il parle encore une fois des critères objectifs. Ce gars-là est très rationnel. Ce gars-là est très rationnel. D'ailleurs, je vais aller scruter sa chaîne pour voir les autres vidéos qu'il fait parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est constructif. Il a un discours réaliste en disant les gars, regardez les choses. La notation, les agences de notation, elles ont dégradé la note de la France. Si vous voulez, la France, elle est dans la même situation que la Grèce pendant sa crise. La différence, c'est que la France, elle a l'arme nucléaire, c'est que la France, elle a un poids, enfin, elle avait plutôt un poids diplomatique etc. Mais sinon, en termes économiques, c'est aussi catastrophique que la Grèce. Alors là, je bois du petit lait aussi. Donc un Algérien qui vous dit, la France a un problème de sécurité. Eh oui, pour tous les gauchistes qui disent, oui, c'est un sentiment d'insécurité. Non, c'est pas un sentiment d'insécurité, c'est la réalité. La France est devenue un pays dangereux. Et c'est la réalité. Les chiffres le disent et les gens le disent. Donc Et donc là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir que, oui, dans les délinquants, il y a une proportion significative de Maghrébins et d'Algériens en particulier. Oui, mais ça n'empêche pas que, comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité des Maghrébins, etc., ne sont pas des délinquants et donc sont aussi des victimes de cette délinquance-là. Et c'est un Algérien qui vous le dit, il vous dit oui, c'est dangereux. Voilà. Voilà. Et donc là, il sort une phrase qui est quand même, qui va en choquer plus d'un. On se sent plus en sécurité à Alger qu'à Paris. Et je pense qu'il a pas tort. Je pense qu'il a pas tort. Alors évidemment, ça dépend des quartiers. Si vous êtes dans le 16e, vous êtes en sécurité à Paris. Mais bon, tout le monde ne peut pas aller se réfugier dans le 16e. Et oui, braquage, kidnapping, et oui, hein, rappelez-vous de
la fille de Pierre Noisa qui a eu une tentative d'enlèvement en pleine rue. Et on l'a vu aussi, hein, rappelez-vous, qui avait aidé à défendre. C'était un maghrébin. Donc vous voyez bien que c'est pas incompatible. C'est pas du tout incompatible. Dire que dans la population carcérale criminelle, etc., il y a une surreprésentation des maghrébins, ça ne dit pas que tous les maghrébins sont mauvais et qu'ils ne peuvent pas faire des actes positifs et ainsi de suite. Dégringolade sociale, oui, les grèves, bah oui, je rappelle les grèves, hein, ça n'a jamais arrêté en fait sous le mandat de Macron, hein, parce que je rappelle que un an après que Macron ait été élu, il y avait les Gilets jaunes, que les Gilets jaunes ont été arrêtés uniquement parce qu'il y avait eu le Covid en fait, que entre temps il y avait en parallèle les zadistes, hein, les gens qui étaient contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, etc., et qui ont notamment été fichés à ça. Vous vous rendez compte que dans les fichiers, il y a à la fois les terreaux et à la fois les écolos, qui montrent l'absurdité de ce dispositif. Parce que mettre dans la même catégorie des écolos et des terreaux, c'est complètement débile. Ça ne permet pas de structurer, d'organiser, de classer le- la lutte contre la criminalité, la délinquance et ainsi de suite. C'est totalement n'importe quoi. Vous avez eu les manifs contre les retraites où les vieux se sont fait frapper. D'accord. Pour les gilets jaunes, c'était la première fois. Enfin, c'était la première fois. En tout cas, c'était une fois où parce que c'était majoritairement des blancs, faut dire les choses aussi, hein. Euh, où ils ont goûté à la violence policière qui d'habitude frappait plus les descendants d'immigrés. Les vieux, après, quand c'était les retraités qui manifestaient, ils ont goûté à la même violence d'État, qui est quand même symptomatique d'un grave problème, de la défaillance de l'État. C'est vraiment triste. Et pareil quand ça a été les jeunes, donc c'est toutes les catégories de la population en fait qui sont maltraitées socialement. Ben oui, le chômage, les gens ont du mal à suivre, et oui, puisque le coût de la vie est trop cher. Et il dit même les gens qui ont un travail, et oui, même les gens qui ont un travail, ils galèrent. Voilà, la France, c'est un pays qui est en train de sourire, qui est sur le déclin, mais oui, on est d'accord. Et politique, évidemment, hein, le nombre de casseroles qu'il y a eu, ça n'arrête pas. Toutes les semaines, il y a une casserole. Ils n'arrivent pas à tenir un gouvernement, quelques semaines, il explose. Ben oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Voilà, grosse fracture entre la droite, la gauche, etc. Et oui. Et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que l'Algérie, pendant les années 90, ils ont vécu cette espèce de guerre civile avec les années de terreur. Alors, très honnêtement, je ne sais pas quelle est la situation actuelle du pays. Donc, les Algériens, dites-moi dans les commentaires quelle est la situation. Parce qu'il me semble qu'il y avait eu des vagues de manifestations il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, numéro 3, la saturation. Voilà, c'est un pays. Alors là, encore une fois, les gens de gauche vont s'arracher les cheveux, mais les gens, il faut arrêter de vivre dans vos fantasmes et regarder la réalité. C'est quelqu'un qui pourrait appartenir potentiellement à la catégorie des immigrés qui vous dit que la France est un pays saturé par l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a trop d'immigration. Et voilà, et donc il explique que vous allez arriver, vous allez rentrer en compétition avec des gens qui viennent de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Inde, de Bangladesh, du Congo, des gens qui fuient vraiment la misère noire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, alors l'Inde partiellement, mais en tout cas pour l'Indonésie, pardon, l'Afghanistan, le, le Pakistan, et même je crois qu'il a dit aussi le Bangladesh, sont des anciennes colonies britanniques. Donc c'est curieux que les gens y viennent en France. Et c'est même, quand je dis curieux, je dirais plutôt que c'est problématique. Pourquoi est-ce que ces gens-là viennent en France? Et le Congo, ça a été colonisé par les Belges. Et voilà, donc là il explique que ces gens-là, eux, quand ils viennent,
Mais ils viennent pour s'accrocher avec les dents. Ils ont faim. Parce que, contrairement à ce que des idées reçues, etc., c'est pas la pauvreté qui cause la délinquance, parce que, comme on l'a vu, ceux qui sont le plus majoritairement représentés, ce sont les Algériens, ce ne sont pas les populations qu'on vient de dire. Et pourtant, les populations qu'on vient de dire sont dans une situation de misère plus importante que les Algériens. En fait, les Algériens sont beaucoup mieux lotis. La situation des Algériens, en fait, et la situation d'Algérie, etc., est beaucoup plus proche de la situation française que de ces pays qu'on vient de citer. Voilà, et donc là, il dit les choses, il dit vous partez pas. En fait, ce qu'il est en train de dire à demi-mot, c'est que les Algériens qui viennent en France, c'est une sorte d'immigration de confort. Vous quittez pas votre pays parce que c'est la merde et que vous pouvez pas vivre et que pour des raisons de survie. Non, pas du tout. C'est parce que vous espérez que ça va mieux se passer. Voilà, il te dit vous partez parce que vous espérez augmenter votre niveau de vie. Et vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques que les autres qu'on a cités. Donc vous allez rentrer en compétition avec des gens qui ont les dents, qui sont prêts à tout, qui vont travailler pour une misère et ainsi de suite. Et donc trouver un travail en France, ça va devenir beaucoup plus dur pour vous. Et là, il rappelle, déjà en tant qu'Algérien, c'est difficile pour les raisons qu'on a vues précédemment. Et là, si en plus vous êtes en compétition, ben, ça devient mission impossible. Voilà, magnifique. Numéro 4, les taxes. Alors, je sais pas quel est le niveau de taxes pour l'Algérie. Selon la vidéo de Marc de la chaîne Marc Bleuestreil, je sais plus si c'était sur sa chaîne Objectif Renta ou la chaîne de vérité, peu importe. Mais l'Algérie, je crois que le niveau de taxe était à 25% ou quelque chose comme ça. Ça reste quand même ça reste la moitié de la France, donc c'est clairement moins taxé. Donc si vous êtes Algérien, restez en Algérie, ça vous payerez moins d'impôts. Voilà, et donc il dit, imaginez que vous allez quand même, supposons que vous trouviez un travail, ben vous allez vous faire défoncer par les impôts. Eh oui. Et c'est aussi pour ça que, là je rejoins Victor Ferrier sur cet aspect-là, c'est qu'effectivement, le système étant tel qu'il y a tellement de taxes que ça incite les gens à plutôt chercher à rester en dessous ou alors aller chercher le RSA et compagnie plutôt que de bosser et de se faire démonter par les impôts. Eh oui, c'est ça le problème, c'est que les gens ils viennent, ils immigrent, ceux qui seraient motivés, etc. pour bosser, ils vont bosser la première année, et après, boum, ils vont se prendre 15 milliards de taxes, ils vont se dire, oula, non, en fait, c'est mieux de rester en mode sous les radars, c'est mieux d'être en mode RSA et compagnie. Et donc, du coup, ils vont rajouter un poids euh, aux contribuables. Voilà, donc là, il parle de l'administration française qui est infernale, ouais, ça. Voilà, et là, il dit les choses comme elles sont. Beaucoup de Français fuient la France précisément à cause des taxes. Eh oui. Voilà, et donc là, c'est bien. Parce qu'effectivement, il y a des immigrés qui vont dire oui, mais l'État, ça va servir à payer les infrastructures, etc. Regardez sa réponse. Voilà, oui, mais non. Les taxes augmentent, mais les services publics, les infrastructures n'augmentent pas. Elles se dégradent, et oui. D'ailleurs, bah, il n'y a qu'à voir le vol au Louvre, c'est exactement ça qui met en lumière. Et c'est même pire que ça, puisque le système de protection des joyaux de la couronne, il a été changé il y a 3 ans. Avant qu'il soit changé, ils avaient un système qui permettait en cas d'attaque, de faire descendre les joyaux dans une chambre forte. Il y a 3 ans, ils ont changé pour un soi-disant nouveau système, mais qui est moins performant que le précédent. Donc c'est pire que ça se dégrade, c'est pire que ça, c'est que l'argent qui est utilisé, il est jeté par la fenêtre. Je pense que l'entreprise qui a fait ce système-là, il devait avoir des connaissances du copinage avec les gens qui ont dû allouer le budget ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a aucune explication rationnelle. Ou alors ça veut dire on est dirigé, gouverné par des gens qui sont totalement irrationnels, totalement stupides, débiles, etc. Parce que dans quel monde on paye un système qui est censé remplacer le système précédent de tel que le nouveau système soit moins performant que le précédent? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, ces gens-là feraient ça pour chez eux. C'est bien parce que c'est pas leur argent, que c'est l'argent public, ils en ont rien à cirer. Et c'est ça le problème.
Voilà pourquoi c'est dangereux de continuer à augmenter les taxes, etc. Parce qu'ils font n'importe quoi avec. Voilà, et donc là c'est magnifique, il dit les taxes, les impôts vont servir à colmater les brèches ou à payer les retraites des gens qui vont voter contre les immigrés, évidemment. Alors, il dit c'est les retraités qui votent RN, pas tout à fait. Sociologiquement, ils votent plus Macron que, que RN. Mais néanmoins, Macron, on l'a vu, il est tout à fait RN compatible. Alors, numéro 5, la cinquième raison, c'est sa raison préférée, c'est la diaspora. Alors là, sur ça, je ne peux pas dire que je connais ça de l'intérieur, parce que je ne suis pas algérien, d'accord? Mais écoutez attentivement ce qu'il dit. Parce que, personnellement, c'est ce que j'ai pu observer de l'extérieur. C'est ce que d'ailleurs Frédéric Delavier avait théorisé. Hein, les gens qui se moquent de Delavier, bah là on a quelqu'un qui est algérien et qui nous explique quelque chose qui correspond à la théorie de Delavier. Et quand je vous dis ça, je dis pas Delavier, il a toujours raison. Il y a plein de trucs sur lesquels je trouve Delavier dit de la merde, mais il y a des choses sur lesquelles, bah oui, ça tient la route. Et pourquoi ça tient la route? Parce que, en fait, il y a certaines de ces théories de Delavier, et les plus pertinentes en général, c'est qu'elles sont basées sur son expérience réelle, en fait, sur les gens qu'il a rencontrés, en fait. Et donc, bah, certainement des gens comme lui qui lui ont dit la même chose. Voilà, donc là, il dit un truc. Alors, écoutons bien son propos, hein, parce que si on prend les phrases séparément, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Parce que là, il dit la diaspora algérienne est inexistante. Non, là, il suffit d'arriver à Marseille, d'aller au Courbevoie pour s'apercevoir que des Algériens, il y en a partout. D'accord? Ou alors d'aller à Barbès à Paris, etc. Donc, essayons de comprendre ce que ça veut dire et pas s'arrêter juste à cette phrase. Voilà, donc vous avez vu, il a dit elle n'existe pas, et puis après il dit elle ne sert à rien. Donc quand il dit elle ne sert à rien, ça veut dire bien qu'elle existe, mais que, en fait, elle n'agit pas de façon coordonnée, de façon organisée. Donc il dit on est des millions, mais c'est comme si on était une poignée. Oui, parce que là, il fait la distinction entre la quantité et la qualité. Là, ce qui dénigre, en fait, c'est la qualité, pas la quantité. La quantité, évidemment, il a l'air d'être tout à fait rationnel, il sait compter, à mon avis. Donc, il sait très bien que, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, ils sont des millions, il a raison, c'est la première diaspora, en fait, en France. Et il dit, je pense que tous les Algériens là-bas l'ont vu. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y en a qui sont dans le déni. Et donc là, il dit, ouais, donc il parle de la diaspora des Algériens, il dit, non, la diaspora ne vaut rien. Et il va expliquer pourquoi. Et là, c'est là que je dis, ça valide la théorie de la vie. La société algérienne est basée sur la méfiance. Alors pour la faire courte, mais sinon vous allez voir la vidéo de Delavier pour les détails, mais en gros Delavier explique que les populations qui sont issues, parce que la théorie de Delavier est toujours basée sur la géographie hein, quand même. Que, même si des fois bah, c'est pas un scientifique, donc des fois ces phrases elles peuvent être un petit peu vues comme des raccourcis, un peu abra-raccourcis, comme j'aime bien le dire, mais n'empêche que ça décrit un petit peu quand même l'idée. Donc en gros l'idée c'est dans les populations un petit peu désertiques, arides, etc., où il y a le problème des terres, etc. D'ailleurs, cette théorie-là est validée par le fait qu'il y ait les mariages consanguins en, en Afrique du Nord pour conserver les terres. Parce qu'il y a une difficulté à faire à travailler la terre et ainsi de suite. Dans les commentaires, vous pouvez préciser, parce que je ne suis pas un expert de ces sujets, hein, je vous fais juste le parallèle entre ce que lui dit et ce que j'ai compris de la théorie de Delavier par rapport à ça. Donc il dit qu'en gros, il y a une méfiance Delavier, il dit les gens ils sont méfiants les uns des autres. Voilà. C'est une société de la méfiance parce que il faut pouvoir préserver les ressources, que les ressources sont rares, que c'est des terres arides, c'est difficile, etc. Donc il y a une très très grosse compétition et donc du coup il va y avoir une méfiance et non pas une coordination, je sais pas comment dire ça, et non pas une coordination, voilà c'est le mot que je cherchais, non pas une coordination et non pas une coopération. D'accord? Il y a une méfiance et c'est exactement ce qu'il dit. Voilà, il dit la société algérienne est basée sur la méfiance. Et donc ce mot méfiance, c'était exactement le mot qui revenait dans la théorie de Delavier quand il parlait de ça. Voilà. Il y a aussi, même, ça m'est arrivé à Marseille, à l'époque je travaillais comme agent de sécurité, qu'il y ait des gens d'origine maghrébine qui me disaient, les juifs ils se serrent les coudes et les arabes ils se bouffent entre eux. Donc c'est quelque chose qui, sous diverses formes, est répété et dit. Et donc du coup, ben, quand il y a différentes sources, différentes expériences, etc.,
Et en plus à différentes époques. D'accord? Parce que quand je vous dis des trucs de sécurité, c'était il y a 15 ans, hein, que je. Voilà. Donc, bah, c'est qu'il y a une certaine réalité, hein. C'est pas du vent au bout d'un moment, hein. Quand il y a plusieurs personnes de sources différentes à des époques différentes qui disent la même chose, c'est que cette chose-là, elle existe d'une certaine manière, hein. Donc, genre scientifique, il va me dire c'est peut-être pas super théorisé, ok, mais sauf qu'au bout d'un moment, il y a des faisceaux d'indices qui convergent vers la même direction. Voilà, il dit c'est pas basé sur l'entraide. L'entraide, c'est si vous êtes de la même famille ou de la même prévu, il dit et encore. Voilà, donc il dit c'est une société qui est basée sur la méfiance. Donc, puisqu'elle est basée sur la méfiance, ben, du coup, la diaspora n'existe pas en tant que corps uni, solidaire et qui va défendre ses intérêts. Voilà, donc pas de lobbying, pas d'entraide, pas de réseau. Il dit même des choses dramatiques. Parfois, il y a des Algériens qui arrivent en France, ils ont de la famille et ils dorment dehors. Voilà, et donc là, il donne des contre-exemples en disant voilà, c'est pas comme la diaspora libanaise qui est très soudée, qui est d'ailleurs partout dans le monde, hein, au passage, notamment en Afrique, ou la diaspora arménienne, ou même vietnamienne, et il dit même, ou même marocaine. Alors là, sacrilège, qu'est-ce qu'il a pas dit? Qu'est-ce qu'il a pas dit en faisant l'éloge à demi-mot de la diaspora marocaine? Voilà, et il parle évidemment même pas de la diaspora juive, qui est celle qui est la plus organisée. Pas de poids politique, pas de poids économique. Et donc lui, il dit c'est la faute de la société algérienne qui est basée sur la méfiance. Alors les Mozzavites, je sais pas qui c'est. Je sais pas à qui il fait référence. Alors là, il parlait de la France et il parle même pas évidemment des autres pays comme l'Angleterre, le Royaume-Uni, le Canada. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, de cet individu. Donc il a publié sa vidéo le 24 octobre. Et moi, je trouve que c'est une vidéo pleine de bon sens. Et donc, qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Bon, déjà, comme d'habitude, vous avez dans la description le lien pour récupérer votre kit de survie Liberté Web3. Alors, lui, il s'appelle Adib, il est algérien, il a 29 ans, il habite à Alger-Ouest. Il n'est pas encore parti, mais il n'y est déjà plus. La liberté m'appelle, le journal brut d'un Algérien qui veut respirer ailleurs. Je parle d'exil, de liberté, de vérité, de psychologie, d'actualité. Pourquoi partir? Comment recommencer? Et ce qu'on découvre quand on arrête d'avoir peur, entre humour critique, lucidité, sans filtre, sans drapeau, sans permission. Alors, c'est intéressant. Je pense que la prochaine vidéo, je vais commenter ça là, parce que ça a l'air d'être un thème intéressant. Mais c'est intéressant parce que, voilà, il disait aux Algériens de ne pas partir en France, mais il dit pas de ne pas partir finalement. Parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, il veut partir. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est donc ce qu'on peut retenir. Donc, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, en fait, je me retrouve totalement dans son discours et il rejoint, ou plutôt son discours rejoint totalement le bien, à savoir que ce que je dis, c'est qu'aux gens qui ont des origines, donc qui revendiquent une origine d'un autre pays, etc. C'est-à-dire tous ceux qui ont des boutons quand ils voient le drapeau français parce que ils disent ouais mais ça par rapport à mon pays d'origine, etc. Bon ben d'accord, mais dans ce cas-là, allez dans votre pays d'origine et développez-le. Ça, c'est le premier discours. Deuxième discours, c'est effectivement, si vous êtes comme lui, vous vous dites, parce que là, ce qu'il dit en gros, c'est que, bah, en fait, il n'est pas content de la situation en Algérie, il préférait aller ailleurs. Mais dans ce cas-là, il vous dit, n'allez pas en France. Et il a raison.
c'est ce que je vous dis, ce que je vous ai parlé des différentes destinations. Vous pouvez trouver des choses beaucoup moins chères qu'en France et vous trouverez d'autres expatriés et vous ne serez pas stigmatisé en tant qu'expatrié. D'accord. Voilà. Mais c'est clair et net que la situation en France est dans un mauvais état et la situation en Algérie apparemment n'a pas l'air terrible non plus. D'accord. Voilà. Donc l'idée c'est pas de faire France vs Algérie, ce serait totalement débile. L'idée c'est de dire bon, en tant que francophone, il faut qu'on se serre les coudes. Et pour ça, il faut arranger les situations dans chacun de nos pays. Et comment faire? Soit en étant sur place et en travaillant pour le pays, soit en sortant du pays pour éviter d'être un poids pour le pays, tout simplement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Récupérez votre kit de survie à liberté. Et comme j'ai dit en début de vidéo, s'il y a des Algériens qui sont là, qui me disent ce qu'ils pensent de la situation de leur pays, de est-ce que c'est jouable ou pas de faire des petites expatriations en mode digital nomade, etc. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.